Sarah Knafo démarre fort. Pour elle, Macron ne fait pas de la diplomatie, il fait des maths. Il échange 60. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Adeline Merci Delerme. de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes députée européenne, vous êtes vice-présidente du parti Reconquête. Ce soir, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. C'est Emmanuel Macron qui le fera à la tribune de l'ONU à New York. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très mauvaise nouvelle pour la France, pour les Français, et y compris pour la situation au Moyen-Orient. Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. Et je le dis de manière très factuelle, aujourd'hui, il faut quand même revenir sur ce qui était la géopolitique de la France depuis 1948. Il y a bien une raison si de 1948 à 2025, personne n'a jamais reconnu officiellement un État de Palestine. Alors, est-ce qu'on peut se dire que le général de Gaulle était Enfin, ultra-sioniste? personne en France, mais Personne en France. ce Je parle de week-end, la la géopolitique française. Grande-Bretagne, le Portugal, Oui, il y a un changement dans tout le monde l'Australie. occidental, je vous l'accorde. Est-ce que le général de Gaulle était ultra-sioniste? Est-ce que François Mitterrand était vendu au Likoud, comme on peut entendre parfois cette rhétorique? Évidemment non, soyons sérieux. Donc qu'est-ce qui a changé dans l'Occident et en France en particulier? Ce qui a changé, c'est la démographie. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, sous prétexte d'avoir une politique humaniste, est en train de travestir complètement 77 ans de géopolitique française sur la question, parce que la démographie française a changé. Je crois C'est-à-dire? qu'il fait un calcul extrêmement cynique, et alors désolé de le dire crûment, mais je le dis aussi crûment que lui le pense. Il se dit, la communauté juive en France, c'est 0,5% des voix. Donc, c'est pas grave après tout. Si ils sont agressés, s'ils sont caillassés, si reconnaître aujourd'hui cet État de Palestine va leur causer encore plus de tort. À côté, la communauté musulmane, se dit-il, c'est entre 10 et 20% des voix, ce sera encore plus à long terme. Donc, il espère qu'à terme, la communauté musulmane, comme il le pense, parce que lui pense pas en termes de C'est un Français. calcul, c'est même un clientélisme. Exactement, c'est du clientélisme, c'est du pur clientélisme. Et ils espèrent tous d'ailleurs, parce que là je cite Emmanuel Macron, il est à la tête de l'État, il aurait pu ne pas le faire. Mais il écoute certains conseillers, il lit certains rapports qui disent que ça pourrait peut-être calmer la situation dans les banlieues, de reconnaître aujourd'hui un État palestinien. Je vais revenir sur, à mon sens, pourquoi c'est un clientélisme qui dénote de leur vision aujourd'hui du peuple français. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un État? Un État, on sait que c'est un territoire. Déjà, ça pose question. Sur quel territoire sera l'État palestinien? On voit bien qu'Emmanuel Macron ne sait même pas où il y mettrait une ambassade, alors qu'il reconnaît un État. Alors pour l'instant, on va y revenir, mais pour l'instant, il dit qu'il ne mettra pas d'ambassade tant qu'il n'y a pas d'ambassade et d'ambassadeur, tant De qu'il remise n'y des a otages. pas la remise des otages. Et avant, il disait qu'il ne reconnaîtrait pas un État palestinien tant qu'il n'y C'est l'absurdité du en même temps. Reconnaître un État sans ambassade, sans territoire défini. avait pas de remise des Ça otages. faisait effectivement Il partie décale. pour lui, normalement, des conditions à la C'est reconnaissance le d'un en État même temps palestinien. macronien. Donc on reconnaît un État, on n'y met pas d'ambassade, on n'y comprend plus rien, mais c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. Donc un État en principe, c'est un territoire, une population et une autorité politique. Un territoire, on l'a dit, difficile déjà, et on le sent bien. Maintenant, une autorité politique. Quelle va être l'autorité politique sur ce territoire? Aujourd'hui, quand on regarde, le Hamas a été élu. Élu par la population palestinienne. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, donc post-7 octobre, après les massacres, après les viols, après les égorgements, 60% de popularité du Hamas auprès de la population palestinienne. Moi, je ne dis pas qu'il faut assimiler tout le peuple palestinien au Hamas, parce que je suis sûr qu'un jour, ils s'émanciperont de leur bourreau. Mais pour l'instant, si on leur donne un État et que demain il y a des élections, ça revient très clairement à donner un État au Hamas. Et eux le savent. Eux le savent, et si quelqu'un a le Mais là, vous moindre parlez de doute, la bande de Gaza. Il y a aussi l'autorité palestinienne. et si quelqu'un a le moindre doute, regardez qui est le premier à avoir félicité Emmanuel Macron le 25 juillet lorsqu'il a annoncé sa volonté de reconnaître un État palestinien? Le Hamas. Mais peut-être Les par premiers. cynisme également, non? Mais je ne crois pas, parce que eux savent bien qu'ils vont en profiter. Or, aujourd'hui, donner un État à des gens qui seraient majoritaires chez eux. Il faut rappeler que dans leur charte, article 7, le but, c'est l'éradication de l'État d'Israël. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va obtenir la paix comme ça? Moi, je ne le crois pas. Et je vais vous dire, sur la situation israélienne, qui est quand même très loin de la France, comme sur la France, je crois qu'en permanence, c'est la faiblesse face au crime qui, à chaque fois, excite les gens violents, et c'est la fermeté, le fait d'être implacable qui les calme, que ce soit aujourd'hui au Moyen-Orient ou chez nous. Sarah Knafo, on va aussi parler de ce qui se passe là-bas et des déclarations de Benjamin Netanyahou. Mais lorsqu'effectivement vous voyez certains maires, notamment de gauche, à l'appel d'Olivier Faure, qui disent mais écoutez c'est un jour qu'il faut célébrer, il y aura un drapeau palestinien sur un certain nombre de mairies aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que pour une partie de la classe politique c'est un jour béni? Un jour béni pour leur clientélisme, oui, tout à fait. D'ailleurs, intéressant de voir que c'est Olivier Faure qui suscite ça. Il y a une sorte de course à l'échalote. Au départ, c'était LFI.
On mérite Hassan en tête d'affiche, etc. On en fait beaucoup, il l'assume avec énormément de cynisme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il dit très clairement, je vais mobiliser les banlieues en parlant énormément du sujet de Gaza. Et il pense que c'est ce qui lui permettra d'arriver au second tour. Mais là, on voit que même le PS est en train de s'aligner totalement en se disant on a quand même des communes PS, il y a bientôt les élections municipales, mettons des drapeaux palestiniens sur les frontons des mairies. Je crois que c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, moi, je suis contre tout drapeau, ukrainien, israélien, tous. Je pense qu'il faut le drapeau français. C'est la seule chose qui unit véritablement les gens. Une mairie, c'est pas la permanence du Parti socialiste. C'est pas une ZAD, c'est pas une ONG. Une mairie, c'est la maison commune des citoyens. Sarah Knafo, il Donc y a pas de drapeau sur les certains frontons. maires, et notamment à Paris, hier soir sur la Tour Eiffel, il y avait deux drapeaux, le drapeau palestinien Toujours une et le socialiste. drapeau israélien, avec une colombe de la paix. La reconnaissance des deux États, est-ce que c'est pas une bonne chose? Bah, la reconnaissance de deux États, il y en a un qui existe déjà, mais il faudrait déjà demander aux Les deux Palestiniens drapeaux. s'ils sont prêts à reconnaître l'État israélien avant de commencer par les reconnaître. Mais ce que je veux vous dire, et Annie, vous citez Anne Hidalgo. Un constat amer. Pendant que le gouvernement court après les voix, des Français qui aiment la France se sentent obligés. Encore une élue socialiste. Il y a une course à l'échalote. En réalité, ce qu'ils se disent, et j'aimerais d'ailleurs adresser un message aux musulmans français et leur dire, regardez comme ils vous parlent. Ils misent tous sur le tribalisme, sur le communautarisme. Ils ne vous parlent que de Gaza, de flottis, de violences policières, d'islamophobie. En réalité, ils ne vous parlent jamais comme à des Français. Ils ne vous parlent pas d'économie, ils ne vous parlent pas de social, ils ne vous parlent pas de niveau scolaire, ils ne vous parlent qu'en misant sur le communautarisme. Donc en réalité, peut-être qu'un jour vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte qu'ils vous ont pris pour des imbéciles. Ça, c'est ce que vous dites C'est aux ce que je dis aux musulmans de musulmans France? français. Et je leur dis peut-être qu'un jour vous vous apercevrez que tous ceux dont ils vous ont dit qu'ils étaient des extrémistes et des radicaux étaient les seuls qu'ils vous parlaient d'égal à égal et qui avaient envers vous les mêmes exigences que pour tous les Français. Sarah Knafo, vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron n'avait aucune pensée pour les Juifs en se disant qu'il représente finalement que 0,5% de la population et donc des électeurs. Il a pourtant dit vendredi soir, je sais l'inquiétude des Français juifs, angoisse, solitude, peur. Cette semaine encore, ils m'ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m'ont dit aussi leur exigence de justice et de protection. Et il affirme, face à la haine, la République aura toujours le dernier mot, la nation sera toujours mobilisée. Le en même temps macronien très classique et à la fin rien ne se passe. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très triste pour les juifs français, mais comme d'ailleurs pour tous les Français. C'est-à-dire qu'ils en sont à se demander si leur avenir est encore en France. Beaucoup s'en vont. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est d'une extrême tristesse de voir des gens qui aiment passionnément la France, qui ont fait ses coutumes, ses traditions, son mode de vie, et qui se sentent aujourd'hui obligés de partir alors qu'on accueille chaque année tant de gens qui la détestent. On a des gens qui aiment la France et qui s'en vont, et des gens qui ne l'aiment pas, qui crachent sur son drapeau, qui ne veulent pas le voir et qui arrivent chaque année et qu'on accueille. Ça, je trouve que c'est extrêmement triste, que ça symbolise l'absurdité de la politique macronienne depuis 8 ans, mais d'ailleurs politique qui remonte à bien plus loin. Mais est-ce que vous soutenez l'État israélien, y compris aujourd'hui, lorsque vous voyez que Benjamin Netanyahou a dit la reconnaissance de l'État palestinien n'arrivera pas, et il a affirmé nous avons doublé les colonies juives en Judée et en Samarie? Moi, je ne suis pas là pour soutenir un gouvernement étranger. La seule politique que je soutiens, c'est celle de la France. C'est pour ça que je vous redis, revenons à ce qui se passait en France depuis 1948. Il y a bien une raison si personne ne l'a fait par le passé. Ils n'étaient pas vendus à Israël, ils n'étaient pas vendus à Netanyahou, ils faisaient pas ça pour faire plaisir à un gouvernement étranger. Ils sentaient bien qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, quand même, si on repart de 1948 à 2025, on le fait pas et on attend des atrocités terribles, 1300 morts, des femmes égorgées, des bébés qui sont tués dans le ventre de leur mère, des femmes violées, etc. pour le reconnaître. Il y a bien une absurdité en tout cas. Il y a un contexte international avec effectivement, je le disais, un certain nombre de pays qui hier ou encore aujourd'hui reconnaissent l'État de Palestine. Les États-Unis ne les reconnaissent absolument pas et considèrent d'ailleurs que c'est un mauvais moment et une mauvaise idée. Plus globalement, hier, Donald Trump, il était à l'hommage qui était rendu à Charlie Kirk. Vous faites partie de ceux qui immédiatement avaient dit combien c'était pour vous un drame. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un martyr? Oui, c'est un martyr de la liberté d'expression, c'est-à-dire que revenons à qui est Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est un homme qui avait mon âge, qui était né en 1993 et qui avait pour seul tort d'aller sur les campus américains et de vouloir débattre avec ses contradicteurs. Donc il se mettait au milieu d'une foule avec des étudiants très à gauche, wokistes parfois, qui l'insultaient, etc. Mais lui se disait, Pour mon débattre. objectif, c'est de débattre, c'est de convaincre, c'est d'essayer de ramener une certaine jeunesse à des idées que lui considérait comme plus justes, comme étant dans le vrai par rapport à ce en quoi il croyait. Et donc, c'était son seul tort. Il a été tué
en plein dans cet exercice, en train de donner une conférence, et il a été assassiné Le martyr de la liberté d'expression. Sarah compare le silence sur l'assassinat de Charlie Kirk à l'hypocrisie. d'une balle dans la jugulaire, donc image atroce. Ce dont je me souviens, c'est que quand en 2015, on a eu Charlie Hebdo, donc eux aussi des martyrs de la liberté d'expression, les gens n'ont pas pinaillé leur soutien. On s'est dit, ils ont dessiné, ils ont caricaturé le prophète, ils ont fait des caricatures, Pour vous, mais c'est ils ne méritent comparable? tout à fait. Mais vous allez voir à quel point c'est comparable à mon sens. Personne ne s'est dit, à part certains, je vais y revenir, personne ne s'est dit, à gauche en tout cas, ils n'ont pas osé dire ah mais quand même ils avaient tenu des propos insultants, ils auraient pas dû blasphémer, etc. Il y a que les salafistes qui ont dit ça à cette époque-là. Je suis terrifiée de voir que 10 ans plus tard, on arrive à justifier des meurtres aussi atroces pour un homme qui Non, mais avait le seul personne n'a tort de défendre. justifié. Alors peut-être Vous que pouvez vous pas dire n'avez pas écouté vos justifié. confrères de LCI, mais eux, ils l'ont justifié le soir même. Ils ont dit qui sème la haine récolte la haine. Ils ont dit ça à l'antenne, en direct. Ils n'ont pas été repris. J'ai pas vu l'Arcom faire de communiqué pour les sanctionner. C'est gravissime de dire ça. À l'antenne, vous avez deux personnes qui disent qu'il a mérité sa mort. C'est ça en réalité. Vous avez une journaliste du Monde qui, à l'antenne sur France Inter, pas étonnant vous allez me dire, dit comme ça, je vais vous lire tous les propos de Charlie Kirk qui justifient qu'il ait semé la haine. C'est quand même fou qu'on en soit là. Si le lendemain de Charlie Hebdo, vous aviez eu des journalistes, d'ailleurs peut-être qu'il y en a eu et que je m'en souviens pas, je peux l'admettre. Moi je me souviens uniquement de salafistes qui disaient il méritait ça. Il n'avait pas à caricaturer le prophète. C'est inquiétant que 10 ans plus tard, on en soit à justifier ce genre de crime. Donc on se dit que ça pourrait arriver en France et que la gauche les Que ça justifierait. pourrait arriver en France, c'est-à-dire que pour vous, c'est une forme presque de crime de prédestiné de ce qui pourrait arriver en France? Je l'espère pas. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je pense que d'ailleurs, accepter le débat, accepter de rester dans la conversation, en principe, ça doit être une garantie qu'on n'en vienne pas à la violence. Ça doit servir à ça, y compris le débat politique. Il y a une forme d'effet cathartique, c'est-à-dire qu'on parle pour éviter que ça n'en vienne que ça n'en vienne aux mains. Et ça doit être l'objectif. Mais quand je vois l'extrême gauche justifier ces meurtres, refuser de faire une minute de silence qu'on avait demandé avec toute la droite au Parlement européen, ils ont refusé de se lever pour la mémoire d'un homme qui venait de mourir quand même, oublions, ils peuvent oublier 5 minutes leur désaccord de fond et se dire que ça n'est pas normal qu'un débatteur soit Après, on assassiné. peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ici, en Europe, on aurait fait cette minute de silence-là, alors qu'on ne la fait pas systématiquement quand il y a un assassinat politique dans le monde. Moi, j'ai bien vu le Parlement européen se lever en permanence pour les sujets ukrainiens et on vient d'en parler pour les sujets de Gaza. J'ai vu la gauche se lever sans cesse pour les sujets gazaouis. Je pense quand même que quand un homme Mais occidental vous vous étiez est levé, vous, assassiné pour ses idées, j'étais pas pour encore les au drames Parlement, j'étais pas encore au gazaouis? Vous Parlement vous seriez européen. levé? Je me serais levé comme pour toutes les morts. En tout cas, j'aurais respecté le silence. Ils ont tapé sur leur chasse, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment un côté de on ne respecte pas cet homme parce qu'il ne pensait pas comme nous. Et d'ailleurs, ça renvoie à l'histoire où l'extrême gauche ne veut pas débattre, elle veut guillotiner. Ça a toujours été comme ça dans leur histoire. Aujourd'hui, vous avez à la France insoumise des représentants comme Antoine Léaumont qui s'assument de tradition robespierriste. Donc les partisans de la guillotine. Sarah Knafo, il y a malgré tout pendant ce temps-là des discussions, alors à bas bruit, autour d'un futur gouvernement et d'un futur budget. La taxe Zuckman est au cœur des débats. L'idée de taxer les très hauts patrimoines, y Mhm. compris professionnels. Et ce week-end, il y a eu une passe d'armes entre Bernard Arnault, LVMH, et Gabriel Zuckman, dont il dit qu'il est un militant d'extrême gauche, qu'il met au service de son idéologie des pseudo-compétences universitaires. Est-ce qu'il fallait aller si loin dans le dénigrement? Disons que Gabriel Zucman est un vrai économiste, il n'a pas usurpé ses diplômes. Qu'il soit d'extrême gauche, je le crois, pour des raisons factuelles. Il a signé une tribune de soutien au programme de la NUPES, dans le JDD. Il a été l'élève de Thomas Piketty, tradition quasi marxiste. Quand on regarde ses financements, il est financé par la fondation George Soros, donc son think tank fiscal européen, il est financé par George Soros. Quand on ouvre ses Qui livres lui-même est et milliardaire. vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, Monsieur Zuckman, si on va sur ce sujet, a la nationalité américaine et paye une partie de ses impôts aux États-Unis. Comme On n'est tous pas ceux à une qui ont la on nationalité n'est pas américaine. à une contradiction près, ça je vous l'accorde. Donc Monsieur Zuckman, si on ouvre ses livres et qu'on regarde, notamment un des livres qu'il a écrit avec Emmanuel XVI, il écrit très clairement dans son livre que taxer les riches ne doit pas avoir pour objectif uniquement de lever des recettes, mais d'avoir plus de justice. Donc c'est-à-dire clairement un objectif de punir les riches pour ce qu'ils ont gagné et pas forcément d'avoir plus de recettes. J'en veux pour preuve que sa taxe ne rapporterait que 5 milliards d'euros, à tout casser Mais d'ailleurs. vous paraît-il J'ai normal un que plan d'économie. proportionnellement, Mhm. une partie des plus riches
payent moins d'impôts que la taxe moyenne qui le dit tous les jours, y compris dans les manifestations, travaille mais ne s'en sort pas. Alors moi, justement, sur ce sujet qui est un sujet majeur, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne s'agit pas de défendre les riches. Il s'agit de nous défendre nous-mêmes, c'est-à-dire la classe moyenne, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui gagnent un peu leur vie. Il faut faire comprendre, et c'est ce que j'essaye de faire, qu'en réalité, On termine sur du concret. 63 milliards d'euros d'économies. Aide au développement, prestations pour les étrangers. taxer les riches, on essaye depuis 40 ans. On a eu l'IGF transformé en ISF, transformé en IFI. On a créé la contribution qui s'appelait exceptionnelle sur les hauts revenus, tellement exceptionnelle qu'elle existe depuis 14 ans. Donc à chaque fois qu'on crée un impôt, il reste, on le supprime jamais. On a même créé la taxe sur les yachts. Toutes ces taxes n'ont jamais permis de résorber la dette, elle a explosé, et n'ont jamais permis de réduire le fardeau fiscal qui pèse sur les classes moyennes. Il n'a fait qu'augmenter. Donc en réalité, taxer les ultra riches, comme on dit, eux, ça ne va pas les appauvrir. La plupart vont partir. En revanche, nous tous, ça va nous ruiner. Pour une raison très simple. C'est que quand eux ne seront plus là, quand eux ne pourront plus payer, qui payera à leur place? Nous tous. Sarah Knafou. Le fardeau fiscal va s'abattre sur nous après eux, et après les revenus à 100 millions, ce sera les revenus à 10 millions, puis à 1 million, puis à 100 000, comme on a toujours vu dans l'histoire fiscale de ce pays. La seule solution aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter les impôts, c'est de baisser les dépenses. La France n'a pas un problème de recettes, elle a les recettes fiscales les plus élevées du monde en pourcentage de sa richesse, elle a un problème de dépenses. Les dépenses les plus élevées du monde. Je propose d'ailleurs un plan d'économie d'urgence de 63 milliards d'euros. 63 milliards, vous les trouvez où? Je peux les citer, et qui rapporterait donc 12 fois plus que la taxe Zuckman, en demandant aucun effort aux Français qui travaillent, en ne réduisant pas le service public, en ne taxant pas du tout davantage. Donc pour vous les citer rapidement, 15 milliards d'euros sur l'aide publique au développement. Ça, on peut arrêter, je pourrais tenir longtemps, j'ai fait un très long travail, aidepubliqueaudéveloppement.fr pour ceux qui s'y intéressent. 15 à 20 milliards d'euros sur les prestations non contributives aux étrangers. Un étranger qui arrive chez nous doit apporter quelque chose au pays, pas vivre de la solidarité nationale. Donc là, comme vous son nom l'indique. rayez deux National. lignes dans le budget. Deux lignes énormes, et vous voyez déjà qu'on dépasse de très loin les recettes attendues par la taxe Zuckman. 8 milliards d'euros de soutien public aux éoliennes. 8 milliards d'euros de soutien à la politique de la ville qui n'a jamais fait ses preuves. On a déjà des politiques nationales qui doivent s'appliquer sur tout le territoire, y compris sur la banlieue, mais donner des privilèges supplémentaires, ça n'a jamais fait ses preuves. On a encore énormément de gisements d'économie. On pourrait citer l'AME, 1,3 milliard d'euros. Tout ça nous conduisant à une économie de 63 milliards d'euros, et c'est juste un plan d'urgence. Il faudrait aller beaucoup plus loin, mais vu la situation actuelle... Avec qui vous en parlez? Avec qui j'en parle? Avec des économistes, avec des Non, entrepreneurs. mais ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps-là, il y a Sébastien Lecornu qui commence à consulter. Vous a-t-il consulté? Non. Il vous a pas consulté. appelé? Il m'a pas consulté sur le sujet. En revanche, moi, j'offre mon plan. Il est en ligne. Il y a toutes les sources. Il est sourcé. Il est chiffré. J'offre mon plan au débat public, et je propose que tous ceux qui aujourd'hui cherchent des solutions aillent voir ce plan-là et se disent voilà des solutions qui sont directement applicables, qui ne coûteront rien aux Français, qui n'augmentent pas les impôts, ne réduisent pas les services publics. Je Vous pense vous que c'est la meilleure sentez des choses. parfois, j'imagine, un peu seul, parce que finalement, vous êtes effectivement députée européenne, mais on le sait bien, vous appelez à une union de la droite, mais le reste de la droite le refuse. Est-ce que parfois, vous vous dites, on s'est trompé, on s'est gouré dans la stratégie? Si vous parlez de la classe politique, oui, on se sent seul quand on défend l'union des droites et que les autres la rejettent. Mais si on parle des Français, alors là, on n'est plus seul du tout. Au contraire, on est très majoritaire. Si vous prenez les 3 électorats de droite, vous avez plus de 75% des électeurs qui souhaitent cette union des droites. Ils la veulent ardemment. Les états-majors des autres partis aujourd'hui la refusent. Mais donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, si vous voulez vraiment cette union, votez pour ceux qui la feront. Donc votez pour Reconquête. Reconquête sera le seul parti qui la fera, y compris si on est devant tous les autres. On continuera de leur tendre la main. On continuera de dire qu'il faut gouverner ensemble, car ça n'a pas de sens en réalité. Certains disent que vous pourriez faire partie d'une sorte de grande coalition. Laurent Wauquiez, il disait une coalition qui irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Oui, je vous a cité. Je suis pas si seule. Alors, est-ce que vous discutez avec eux? Oui. Est-ce qu'avec Laurent Wauquiez, vous discutez? Oui, il nous a arrivé de discuter. Ce que je pense, c'est que Reconquête doit avoir le leadership. J'ai remarqué par le passé que les Républicains, lorsqu'ils étaient livrés à eux-mêmes... Le leadership, mais... On est en train d'y arriver. Si vous regardez, par exemple... Du point de vue électoral, alors regardez la législative partielle d'hier. On a pris 5 points par rapport au précédent scrutin. On est au coude à coude avec le candidat du Rassemblement national. Nous, on avait comme candidat Hilaire Bouillet, un jeune candidat qui a fait son premier média il y a 2 semaines. Vous parlez des législatives partielles à Paris. À Paris, dans le 7e. Absolument. Et c'est Michel Barnier qui est arrivé en tête. Et fait très notable, si vous additionnez le score donc de Thierry Mariani et d'Hilaire Bouillet, qui ont presque le même score, on arrive à plus de 14%. Vous appelez à voter Michel Barnier au 2e tour?
J'appelle pas à voter pour un Premier ministre qui nous a coulés et qui nous a conduits là où nous sommes, mais en revanche... Ça commence mal, votre union des droites. Si, En revanche, si vous commencez par dire, ah non, mais je vote pas pour attendez, lui. l'union des droites, c'est pas avec Michel Barnier. Là, justement, j'étais en train de vous dire que les LR se soumettaient au centrisme. Moi, je suis pas centriste. L'union des droites, c'est avec des gens de droite. Michel Barnier n'est pas un homme de droite. Il a commencé son premier JT de TF1 en nous parlant d'augmentation des impôts. Pour moi, ça n'est pas du tout un modèle, ni une personne avec laquelle il faudra s'allier demain.